Est-ce que vous pouvez vous présenter Génépi un peu? Alors, Génépi, c'est une association qui a été créée en 1976 suite aux mutineries qu'il y a eu dans les prisons françaises, notamment à Toulon, où en fait pas mal de détenus ont commencé à occuper la prison, à se révolter contre les conditions de travail, notamment conditions de travail, conditions de détention, le fait qu'ils avaient effectivement du travail mais qu'ils étaient complètement sous-payés par rapport à l'extérieur, les mesures de sanctions complètement arbitraires qui se trouvaient. Enfin voilà, il y a eu toute une ambiance et du coup Génépi a été fondé notamment par Lionel Stoléro. Depuis 2012, on est censé ne plus faire de cours. C'est-à-dire qu'ils n'enseignent plus tout ce qui est français, anglais, mathématiques, tout ça, on fait plus, et en particulier à Rennes. Après, il y a des divergences dans toute la France, dans toutes les prisons, en fait, le fonctionnement n'est pas forcément uniforme. Pourquoi vous avez arrêté de donner des cours? Alors, principalement, c'est parce que en fait, on s'est rendu compte que déjà, Génépi, c'est des bénévoles, donc on ne coûte rien à l'administration pénitentiaire. Et on s'est rendu compte que l'administration pénitentiaire préférait faire des cours par des bénévoles de Génépi plutôt que par des profs de l'éducation nationale. Alors qu'ils ont l'obligation Voilà, à la base de donner des cours. Et du coup, plutôt que de payer des profs, ils gardent l'argent et ils disent les génépistes, ils vont venir donner des cours gratuitement, comme ça nous fait une place en plus dans notre budget. Voilà, c'est ça. En 86, je crois, à vérifier pour la date, le Génépi a décidé de ne plus s'inscrire dans la logique de réinsertion des détenus. Et du coup, à partir de là, on estime que donner des cours fait partie de la réinsertion, parce que ça aide les détenus à reprendre entre guillemets une vie normale, à pouvoir faire valoir des qualités intellectuelles entre guillemets pour s'insérer dans la société. Et le Génépi n'est pas forcément hostile à l'idée, évidemment, mais c'est-à-dire qu'on considère que c'est pas notre rôle, c'est pas notre mission, parce que l'administration pénitentiaire justement a cette mission et qu'elle commence à se servir de bénévoles du Génépi pour la remplir, plutôt que de payer des gens pour le faire en fait, comme elle a le devoir de le faire. Alors moi, en fait, j'ai toujours été outrée par à peu près tout ce qui est au début de la société et tout ça, donc forcément tout ce qui touche au social. Les prisonniers et les détenus, ça a toujours été une cause que je connaissais, mais en gros, quoi, vite fait, je sais pas, les conditions de vie, c'était pas tip-top. C'était pas le club med comme tout le monde le disait, et, enfin comme beaucoup de personnes le pensaient. Et puis Mel était déjà au Génépi depuis, on est ensemble en troisième année de droit, et on passe beaucoup de temps ensemble, du coup on en parlait beaucoup de l'association et tout ça. Et du coup forcément, plus j'en parlais, et puis je me suis dit l'année prochaine, au lieu d'y penser, au lieu de se dire que c'est pas bien, j'y vais et j'essaie de faire quelque chose. Ça révèle un petit peu aussi la façon dont les étudiants viennent dans l'association Génépi, c'est-à-dire que la plupart du temps c'est vraiment du bouche à oreille. Il y a combien de bénévoles en tout à Rennes? 73. Oui. Sachant que sur toute la France on est 1200 et qu'on est divisé en fait par plusieurs échelons, on a une asso nationale donc, mais on est divisé aussi en régions. Sachant que les régions Génépi sont des régions pénitentiaires qui ne sont pas les mêmes que les régions administratives. Sur le plan personnel, oui, clairement, je suis contente de pouvoir dire, de plus pouvoir juste dire oui, les prisonniers, c'est quand même bien, ceci, cela, on sait, on voit, on a des conférences, on a des formations super, et puis même d'être intégré dans une vie associative, c'est génial sur le plan humain, puis intellectuellement, c'est ultra riche. Le dernier week-end qu'on a fait, moi j'ai appris plus de choses en 2 jours de formation qu'en 20 ans de... Quand on parle de formation, c'est-à-dire que en fait, au sein du Génépi, on a des week-ends de formation. On se rejoint soit au niveau national, soit au niveau régional, pour un petit peu partager nos expériences, la façon dont on intervient, la façon dont on parle de la prison au public. Entre nous, et aussi essayer d'inviter des intervenants extérieurs. Voilà, il y a cet aspect personnel dans les formations, il y a cet aspect personnel aussi dans les interventions. On fait ce qu'on appelle, depuis la création du Génépi, des ateliers socioculturels. Alors initialement c'était des cours, effectivement, aujourd'hui on n'en fait plus. Aujourd'hui on fait des ateliers socioculturels, donc ça veut dire qu'on peut faire des jeux de société, on peut faire aussi des choses un petit peu plus artistiques.
généralement ça marche plutôt bien, tout ce qui est art plastique. Musique aussi, il y a pas mal de détenus qui s'intéressent rap et slam, mais aussi d'autres genres de musique. Il y a des instruments auxquels ils peuvent avoir accès dans nos ateliers. Sinon, tout ce qui est art du spectacle, on essaie aussi de faire du sport. Alors, du sport au centre pénitentiaire pour femmes. Au centre pénitentiaire pour hommes, on n'en fait pas parce qu'ils ont déjà accès au sport avec des moniteurs qui sont formés par l'administration pénitentiaire. Mais donc voilà, principalement c'est des ateliers en fait qui soient réguliers, c'est-à-dire chaque semaine, normalement on intervient chaque semaine, mais aussi ponctuels. C'est-à-dire que cet été on est intervenu aussi avec les bénévoles qui restaient dans l'association par des ateliers ponctuels, donc c'était soit des tournois de jeux de société, soit des tournois c'était principalement des tournois de jeux de société cette année. On avait fait un tournoi de sport l'année d'avant. On avait fait un quiz musical aussi, comme un blind test. Ça marche plutôt bien. Sinon, on va essayer cette année de monter des projets suivis sur plusieurs mois. C'est-à-dire, par exemple, avec l'atelier Rap Slam, l'idée ce serait de réussir à motiver un noyau dur de détenus, peut-être 4-5, comme ça, au bout d'un certain temps, réussir à monter un projet musical et les faire jouer pendant la fête de la musique par exemple, pour les faire sortir, évidemment avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Donc voilà, c'est des projets comme ça qu'on essaye de monter dans la prison. Après on a accès que à cet aspect atelier et moment un petit peu différent quand on se présente en tant que bénévole et personne extérieure qui n'est ni de l'administration pénitentiaire, ni un juge, ni leur famille. On essaye de proposer un moment vraiment différent. Et hors de la prison, du coup, vous avez des actions hors prison et hors de la prison. Hors de la prison, il y a pas mal de ce qu'on appelle des ISP scolaires. C'est des interventions auprès des jeunes, des lycéens, des collégiens principalement. Je crois qu'il y a des primaires qui sont venus cette année, il me semble. Je vais pas vous en parler la dernière fois. En fait, on va dans des classes à la demande des professeurs ou parfois en partenariat. Ça dépend, parfois il y a des semaines, comme il y a eu la semaine dernière, où c'est consacré à ça, c'est un thème général. Et oui, ils font des ateliers, c'est pas ils les éduquent, mais ils essaient de leur faire prendre conscience un petit peu des enjeux. D'aller un peu plus loin que la prison, parce que si tu y es, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas bien, voilà, qu'est-ce qui s'y passe, comment ils vivent, les conditions de vie, c'est de développer un sens critique chez les jeunes et tout ça. Pas forcément les pousser, essayer d'éveiller un peu leur sens critique. C'est ça. Et souvent ça marche bien. Quand on parle d'ISP, on n'a pas précisé, mais ça veut dire intervention sensibilisation du public. Donc ISP scolaire, c'est du public scolaire. Sachant qu'on fait ça en milieu scolaire, on fait ça au milieu... Maison de retraite. Ouais, on essaye. Sinon, on fait aussi, par exemple, je ne sais pas si vous aviez entendu parler du dispositif ND4J, Nuit des 4 jeudis, mis en place par la ville de Rennes. C'est en gros des soirées financées par la ville de Rennes sur un thème. Et on essaye d'organiser des jeux, des représentations artistiques, des choses comme ça. Pour nous, par exemple, c'était parler de la prison. Et on avait fait ça, c'était en mai 2016, donc de cette année. Et on va peut-être en refaire une. Exact, on a fait, alors je sais plus de quand et date, mais ça fait quelques années qu'on a ce qu'on appelle une cellule fictive. C'est une cellule qu'on a fait construire par une société d'ébénistes, je crois. En gros, c'est des murs en bois. Qui représente une cellule, la taille d'une cellule. Et du coup, vu que c'est représentatif de la taille d'une cellule, on a un lit dedans, une cuvette de toilette. Et du coup, les gens peuvent, quand on fait des sensibilisations, par exemple pour la soirée ND4J, les gens peuvent entrer dedans et se rendre compte un petit peu physiquement de ce que c'est que 9 mètres carrés, parce que c'est la taille réglementaire normalement d'une cellule, 9 mètres carrés, sachant qu'en principe ils sont tout seuls, mais souvent pour les petites peines, c'est-à-dire inférieures à 2 ans, ils peuvent se retrouver à 2, 3, voire 4 dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24. Dans la prison, en fait, il y a ce qu'on appelle le quartier d'isolement, qui est la prison de la prison. En fait, quand un détenu
commet une infraction au sens du règlement intérieur de la prison, qui peut être... Oui, j'en parlerai peut-être après. Bref, quand il commet une infraction par rapport à ce règlement intérieur, il peut être sanctionné d'une peine d'isolement qui depuis, alors j'ai pas la date, mais je crois que c'est 2014, ne peut pas être une peine supérieure à 30 jours en une seule fois. L'isolement, c'est une cellule sans fenêtre avec une lumière comme la lumière qui est à la fin, une lampe à la fin et un matelas. Voilà, et il peut rester donc pour une durée maximale de 30 jours pour une sanction. C'est-à-dire que s'il commet une faute, entre guillemets, une fois qu'il est à l'isolement, il peut reprendre une peine qui allonge. En plus, par exemple, un détenu qui va prendre 7 jours d'isolement, si au bout de 3 jours il décide je sais pas, de faire un incendie par je ne sais quel moyen pour protester contre ses conditions de détention parce que c'est arrivé, il peut reprendre une peine d'isolement, par exemple de 25 jours, et du coup il aura fait 32 jours voilà, non-stop. Donc voilà, on peut entendre parler de ces choses-là, on peut entendre parler je sais pas, de l'isolement qui est mauvais, de certains surveillants qui sont comment dire, un peu trop zélés. Oui, soit un peu trop zélés, soit un petit peu ça existe, qui peuvent organiser des trafics de produits interdits à l'intérieur de la prison. Il y en a un qui a été condamné la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, à un an d'emprisonnement ferme pour trafic d'alcool et de téléphone portable à l'intérieur de la prison. On peut entendre parler de tout ce genre de choses. Après, les bénévoles ne le demandent pas forcément, les détenus en parlent plutôt naturellement. On a au Génépi ce qu'on appelle le devoir de témoignage. En gros, vu qu'on est une asso militante, on a vocation à interpeller la société sur ce qui se passe dans les prisons. Et donc justement par rapport à ce qu'on entend de la part des détenus, on a le devoir d'informer, de parler un petit peu de ce qu'on entend. De pas juste le garder pour nous. C'est ça. Et par exemple de prévenir, que ce soit personnellement ou au nom de l'association, des institutions qui sont mises en place pour contrôler justement la bonne application de la loi dans les prisons. Ça peut être notamment le contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est une autorité administrative qui a été mise en place en 2007 suite à une directive européenne. En fait, c'est une autorité administrative, c'est une personne mais qui est une équipe qui peut entrer dans les prisons, n'importe quelle prison et n'importe quel lieu d'enfermement. Donc ça inclut les centres de rétention administrative où on met les personnes étrangères en situation irrégulière. Il peut entrer et vérifier la bonne application de la loi, et notamment de la dignité humaine, à l'intérieur des prisons et de tout centre d'enfermement. Donc ça inclut aussi les hôpitaux psychiatriques, et j'ai plus les noms, mais quelques lieux comme ça qui sont considérés comme des lieux d'enfermement. Il produit chaque année des rapports sur qui sont des statistiques brutes et des chiffres sur la situation carcérale en France. Donc c'est très intéressant de lire ça. Et du coup voilà, ça arrive qu'on fasse des courriers sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Et ce devoir de témoignage, il est inscrit, si on vous a dit, mais il y a une charte au Génépi. Il est inscrit dans la charte du Génépi, c'est un des points majeurs de cette charte. Donc on a l'obligation de témoigner, c'est pas juste et c'est quelque chose faire qui ce qu'on dit au passage. C'est quelque chose qui est su par l'administration pénitentiaire, donc ils sont ils acceptent la charte du Génépi avant d'engager des relations. Ils savent très bien ce pourquoi on est là et ce qu'on fera si jamais on est amené à voir des choses qui ne nous plaisent pas. Oui, effectivement, il y a des conventions qui sont mises en place, comme la Convention européenne de Stockholm des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La CEDH. C'est ça. Qui est une convention européenne qui a vocation à protéger le droit à une vie familiale paisible, je crois. Droit à la vie privée. Droit à la vie privée aussi, oui. Enfin, c'est des choses assez larges. Et il faut savoir que la France est régulièrement condamnée pour l'état de ses prisons. C'est les Baumettes qui a été condamnée par la CEDH. Ouais, c'est ça. Les Baumettes, c'est la prison de Marseille. Où justement le contrôleur général des lieux de privation de liberté a décidé de faire un tour, a pris quelques photos et a montré ces photos.
où les murs étaient totalement délabrés, les cellules étaient... les murs s'effritaient, c'était insalubre possible, il y avait des rats. Des cafards dans les Voilà. Il y a beaucoup de difficultés, notamment par rapport aux anciennes prisons. Notamment, je pense à la prison d'Angers, où il y a la gale. Dans la prison, en fait, les détenus se la refilent. Ça fait des années que ça dure, ils n'arrivent pas à l'endiguer. Sinon, on sait qu'il y a certaines prisons où on envoie plutôt certains types de détenus, ce qui peut être un petit peu... ce qui peut poser question, notamment par rapport au droit à un suivi médical, pour être soigné de façon un petit peu digne. Par rapport au respect des droits, on n'a pas forcément accès à tout, encore une fois, parce qu'on n'est pas comme le contrôleur général. Et clairement que les droits sont pas respectés. Mais oui, clairement, notamment par rapport à ça, il y a des principes entre guillemets de connaissance de la loi. C'est-à-dire, quand une loi est dictée, normalement on est censé la connaître pour pouvoir adapter notre comportement par rapport à ça. Comme je vous ai dit, il y a des règlements intérieurs dans les prisons. C'est-à-dire il y a un règlement intérieur national mis en place, et chaque prison est plus ou moins libre à une marge de manœuvre pour adapter les sanctions en fonction des besoins en sécurité dans chacune des prisons. Une chose qui pourrait paraître évidente, c'est que le règlement intérieur est connu par les détenus. Et par nous. Et par nous éventuellement, mais pour à la limite, on n'est pas les premiers concernés. Non. Le fait est que le règlement intérieur à la prison de Rennes-de-Vezin n'est pas connu par les détenus, tout simplement parce qu'il n'existe pas de texte. C'est-à-dire que le règlement intérieur national existe, mais c'est connu qu'il y a des sanctions qui sont prises de manière totalement arbitraire, ne reposant sur aucun fondement juridique, aucun texte qui le prévoit contre les détenus. C'est-à-dire qu'un surveillant peut dire tu peux pas faire ci, ou t'as pas le droit de porter ça, ou machin, parce que c'est écrit dans le règlement. Les détenus peuvent demander à avoir le règlement pour justifier, ce qui est à peu près le cas de tout être humain. Tu vérifies par rapport à la loi et on nous dit non, tu n'y as pas accès. Donc on t'impose quelque chose sans que tu puisses le vérifier, sans que tu puisses savoir sur quel fondement t'es puni ou sur quel fondement t'es prohibé. Voilà, il y a notamment ça. Sinon, je sais pas si au centre pénitentiaire pour femmes, l'administration pénitentiaire a le devoir de fournir des protections hygiéniques aux femmes. Et je sais plus quel est le nom, c'est quoi, c'est 3 par semaine Moi je connais par rapport au PQ, mais parce que il y a des problèmes, il y a des problèmes avec ça. Enfin, ils ont un certain nombre qui est fourni par mois et qui était à peu près qui était le même nombre, je crois, pour les hommes et pour les femmes. Alors que clairement pour les femmes, bon, il y a des moments du mois où évidemment tu as besoin de plus que 3 jours par mois, et du coup voilà, c'est le genre de droit un peu, je sais pas si du droit à l'hygiène, c'est du droit de base, quoi, du droit au respect de son corps, de la dignité humaine, voilà, qui sont totalement bafoués. C'est-à-dire quand on parle du droit à la dignité humaine, les filles à vie et tout ça. Ah oui, aussi. Ouais, et sinon, juste par rapport aux protections hygiéniques, l'administration a donc l'obligation de fournir un nombre minimum, mais c'est vraiment un nombre minimum de protection. Et donc, pour en avoir plus, les détenus sont obligés de cantiner. C'est-à-dire cantiner, c'est acheter des produits de l'extérieur par leurs propres moyens. Par leurs propres moyens, voilà. Donc, c'est une liste de produits qu'ils peuvent acheter, qui vont des produits d'hygiène à la nourriture, des barres de céréales, des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est tout un tas de produits entre guillemets de base. Tout le monde n'a pas forcément des soutiens à l'extérieur pour pouvoir payer ces produits Quand un détenu entre en détention, notamment au centre de Rome de Rennes-de-Vezin, il y a une obligation de procéder à une fouille à vue, donc avec toucher rectal, pour vérifier si le détenu n'a pas caché des produits qui seraient illicites. Voilà. Ce qui peut se passer, c'est que quand un détenu va au parloir également, et qu'il en ressort, l'officier responsable de la sécurité du bâtiment où se trouve le détenu peut décider de manière totalement discrétionnaire de procéder à une fouille à vue s'il estime qu'il y a un risque suffisamment important pour que le détenu ait caché des objets, qu'il essaie d'introduire des objets dans sa cellule ou dans la détention, qui serait interdit. Sachant que du coup l'appréciation de ce risque
est laissé à la liberté totale de l'officier chargé de la sécurité. Donc s'il a envie que un tel se mette à poil et soit fouillé, il le dit. Enfin, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de règle qui dit à tel moment. Voilà, donc c'est une atteinte voilà. une atteinte majeure à la dignité humaine. Enfin, nous, on considère que c'est une atteinte majeure à la dignité humaine. Et la loi Urbass, qui vient d'être qui vient d'être édictée, là, notre nouveau ministre très cher de la justice. Oui, du coup, il y a une loi qui est passée cet été, je crois que c'est en juillet 2016. Les décrets d'application ont passé fin décembre, début janvier. Qui est en gros une loi qui est censée renforcer la lutte contre le terrorisme. Mais on s'est rendu compte, c'est écrit dans le texte de la loi, c'est même pas une interprétation, que les dispositions s'étendent à des crimes, des crimes et délits qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le terrorisme. Et du coup, cette loi prévoit, notamment dans la procédure d'enquête, des choses beaucoup plus, des permissions pour les enquêteurs beaucoup plus étendues, notamment la récolte de données informatiques. Par exemple, avant cette loi, quand vous êtes suspecté d'un crime suffisamment grave, alors ça peut être association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat ou des choses comme ça, pour récolter les données d'un ordinateur ou d'une tablette ou des données internet, il fallait votre accord. Depuis cette loi, c'est plus la peine. Un policier peut récolter n'importe quelle donnée de votre ordinateur personnel s'il estime que vous êtes lié à tel ou tel crime de manière plus ou moins large. Et du coup, c'est pareil pour les détenus ou pour les personnes à l'extérieur. Autour de la prison à Vezin, il y a un dispositif qui capte les données de vos téléphones. Vous, par exemple, si vous avez quelqu'un à la prison que vous connaissez, que vous allez lui rendre visite, vous n'avez pas le droit de votre téléphone intérieur, mais si vous le laissez dans votre manteau, dans votre voiture, quoi que ce soit, en fait, vos informations vont être prélevées automatiquement sur votre téléphone. Et ça, on ne sait pas ce qu'ils font de ces informations. C'est ça. Ils les détruisent, ils les utilisent comment, vous qui avez absolument aucune raison d'être suspecté et on vous vole un peu vos données, quoi. Et on ne sait pas ce qu'ils en font. Voilà, parce que par rapport à l'autorisation de prendre ces données, il y a un dispositif qui est mis en place, alors j'ai plus le nom, mais en gros c'est un dispositif de récolte de données à distance. Il y en a un qui est supposément mis à la prison de Rennes-Vezin, on ne sait pas encore s'il y est, mais il pourrait être mis, de récolte de données à distance, de données internet, mais aussi de données de téléphone portable, de communication. En fait, c'est une sorte de champ qui s'étend à 500 mètres à partir du point, donc à partir de la prison, pour récolter ces données. Donc même si vous passez, vu que la prison de Rennes-Vezin se trouve au milieu de la zone industrielle, même les gens qui vont travailler peuvent éventuellement voir leurs données récoltées sans qu'elles le sachent, et sans savoir ce qu'elles vont devenir. Donc voilà, ça fait partie de tout ce genre de choses, sachant que même si c'est interdit, évidemment, il y a des portables en prison. Et que du coup, ce dispositif permet aussi de récolter les données, de savoir un petit peu qui est un portable, de savoir... Donc évidemment, ça répond aussi à des impératifs de sécurité, sachant qu'il y a tout un climat de surenchère. C'est une espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre la sécurité dans les prisons, parce qu'évidemment, il y a des abus, et voilà, mais également la vie privée. Oui, il y a en France ce qu'on appelle un numerus clausus depuis le début du 19e siècle, j'ai plus la date précise. C'est ce qu'on appelle en fait le droit à l'encellulement individuel, le droit d'être tout seul dans sa cellule, dans 9 mètres carrés. Et du coup, ce droit est bafoué en France de manière continue, sans interruption depuis 1875. Voilà. C'est le principe, c'est un peu devenu l'exception en fait. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il faut faire la différence, en fait, dans les prisons, il y a différents quartiers. Il y a les centres de détention et les maisons d'arrêt. Les centres de détention, c'est pour les personnes qui ont pris une peine de plus de 2 ans. Les maisons d'arrêt, c'est pour les personnes qui ont pris une peine de moins de 2 ans. Et la surpopulation carcérale n'a lieu que dans les maisons d'arrêt, là où les personnes ont pris une peine de moins de 2 ans. C'est-à-dire que pour les peines de plus de 2 ans, il n'y a jamais eu de surpopulation. Et enfin voilà, toute personne a droit à son 9 mètres carrés pour lui tout seul. Sachant que la moyenne d'une peine, tu m'as dit, c'était à 8 mois à peu près de prison. Alors en 2006, c'était à 8 mois la peine moyenne. C'est-à-dire que quand un juge prononce une peine en France,
La moyenne, c'était 8 mois en 2006. Aujourd'hui, c'est 11 mois. Donc en maison d'arrêt, ils sont quand même énormes. Enfin, c'est la majorité, quoi. Ils sont Il y a énormément, une quoi. augmentation drastique du nombre de détenus depuis plusieurs années. En 1996, ils étaient 37 000. Aujourd'hui, on est à 68 000 détenus. Avec une augmentation du parc pénitentiaire. Mais aujourd'hui, donc, il y a 68 000 détenus à peu près. Et pour 56 000 places. Voilà, donc c'est un peu, on est un peu serré. Voilà, c'est ça. Par rapport à la surpopulation, ça n'a lieu donc que dans les maisons d'arrêt, donc que pour les petites peines. Ça veut dire qu'il y a une politique pénale qui vise à enfermer de manière beaucoup plus systématique les personnes qui commettent des crimes et des délits, alors même que la constatation des crimes et délits diminue. Donc C'est on pas du observe tout, vraiment Oui. c'est ça, une sévérité qui s'accroît par rapport au fait de mettre des gens en prison. Donc voilà, par rapport à la surpopulation, on se rend compte qu'il y a des problèmes de salubrité, notamment par exemple pour les personnes transgenres qui vont se retrouver dans une cellule avec 3 autres personnes ou 2 autres personnes et qui vont se faire moquer, moquer, pas c'est du tout gentil. moquer c'est gentil, qui vont pas du tout être à l'aise, vont pas forcément avoir droit avec des cellules individuelles, là où ils pourront être tranquilles. Et du coup, pour remédier à ça, remédier. Ouais, je dis remédier. Ouais. Ah d'accord, remédier alors. À ça, il y a une proposition qui est sortie de construire plus de places de prison, selon la logique qu'il y a trop de détenus. On fait plus de prison. Du coup, on fait plus de prison. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que en 96, on était 37 000 détenus. Il y avait moins de places, mais du coup, on en a construit depuis 96. Sauf qu'aujourd'hui, le taux de surpopulation a augmenté par rapport à 96. Donc, on observe donc vraiment que plus on construit de prisons, plus on enferme. Sachant que c'était déjà j'avais lu une lettre d'un ministre de Louis-Philippe, qui est déjà un bail, qui se rendait compte que plus on construisait de prisons, plus on enfermait de manière systématique. Donc c'est pas nouveau cette question de la sévérité de la politique pénale. Et du coup, une des propositions, notamment de François Fillon, c'est de construire 16 000 places de prison. Sachant qu'on est déjà à 56 000 places. Ce qui est complètement ridicule parce qu'on voit pas mal de trucs sur les autres modèles, notamment les modèles scandinaves et tout ça. Et eux, c'est l'inverse. En fait, ils sont dans une politique. J'ai vu un article hier là, qui les a partagé, qui est vachement intéressant. C'était sur l'Irlande. Et l'Irlande, en fait, il y a un groupe qui mène une politique. Et en fait, leur but, c'est d'éveiller les politiques au fait que c'est pas parce que tu vas punir plus sévèrement et que tu vas enfermer plus de détenus que ça va être un indicateur de réussite de ta politique. En fait, ils font le contraire. Ils essayent de leur expliquer le contraire. Que moins tu vas enfermer, moins tu vas avoir de places de prison, plus tu vas aménager des peines alternatives, comme par exemple pour les petites peines de 8 mois, on enferme de plus en plus, on pourrait faire plutôt des travaux d'intérêt général. Bref, voilà. Et ils essaient de les éveiller à ça. Et en Irlande, ça diminue, mais je crois que pour un petit pays, je crois qu'ils ont perdu en quelques années 3000 détenus en moins. Donc pour l'Irlande, c'est énorme puisque c'est un tout petit pays. Et nous, c'est le contraire. Nos politiques, notamment Fillon, ils estiment que plus t'as de détenus en prison, plus ta politique pénale est dure, plus ça veut dire qu'il va y avoir une réussite. Alors que les modèles scandinaves, irlandais et compagnie, ils prouvent que le contraire est tout à fait possible et que clairement, ces pays-là, tout le monde s'inspire d'eux, quoi. C'est une réussite et tout le monde devrait s'inspirer d'eux, y compris de leur politique pénale, parce qu'on ne ferait pas. On ne sait pas pourquoi. C'est vrai que, outre les problèmes que ça pose en termes de dignité humaine, le fait d'enfermer de plus en plus, on se rend compte que ça ne fonctionne toujours, juste pas, quoi. Statistiquement, ça ne marche pas. Et notamment par rapport à la récidive. Le taux de récidive dans les pays où les peines alternatives, donc bracelet électronique, assignement à résidence, travail d'intérêt général, on se rend compte que la récidive est beaucoup moins importante. Et voilà, par rapport à la surpopulation, clairement, le fait de construire plus de prisons, selon beaucoup de rapports qui s'intéressent à la question, n'est pas la solution. Il n'y a aucun rapport qui dit plus on fait de prison, plus ça marche, plus les détenus... il n'y a rien de positif, il n'y a aucun rapport positif sur ça, quoi. C'est vrai. Donc
Donc on se demande parfois pourquoi ça continue, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de déclic, pourquoi ils disent pas on va tenter autre chose, on va s'inspirer d'autres pays qui eux réussissent. Sur le plan personnel, ça vous prend combien de temps à peu près? Parce que Ça dépend des gens. Il y a des gens très très investis qui passent plus de temps que pour leurs études. Mais Moi, c'est pas le cas. Je passe autant de temps pour l'un que pour l'autre. Moi, je passe un peu plus de temps quand même sur mes études. Ouais, mais elle passe plus de temps que moi, mais bon, il est plus ancien aussi. Mais on a des réunions quasiment toutes les 2 semaines, là, je crois, c'est à peu près depuis le début de l'année, où on se retrouve de 20h à 23h à peu près, et on discute, on organise. Il y a des événements, des ISP. Je sais pas combien de temps par semaine ça prend, ouais, c'est vachement variable d'un bénévole à l'autre. Chacun est libre un petit peu de s'investir comme il veut. Il n'y a pas un quota minimum demandé, requis. ouais. Voilà. Et si vous voulez y passer votre vie, il y a de quoi faire. Ouais. Puis il y a les week-ends aussi. Hein. Quand on a des week-ends, là, forcément, là par exemple, quand on est parti à Nantes, on y était non-stop du samedi matin, 8h30, 9h. On est parti le dimanche soir à 19h, je crois, de Nantes. Et là, c'est du non-stop pendant 2 jours où tu te formes, où tu apprends, où tu discutes. Donc c'est aussi une forme de bénévolat, quoi. Et donc ces week-ends-là, ils sont assez prenants. Là, surtout, on va arriver en période de partiel, nous. Là, par exemple, un week-end à Nanterre, là, c'est pas un week-end, on part à 3h du mat de Rennes et on revient probablement à peu près à la même heure. Donc c'est ce que disait, il y a matière à faire si vous voulez